Sous un soleil de plomb, Abdel Fattah Salim et sa famille accomplissent un nouveau type de tâche ménagère. Ils marchent jusqu'à une source près de leur maison à Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, pour remplir d'eau leurs réservoirs et bouteilles en plastique. Comme eux, des dizaines de milliers de Palestiniens souffrent depuis quelques jours de coupures d'eau dont Israël et les dirigeants palestiniens se rejettent la faute. Nous venons ici et puis nous devons transporter l'eau sur une longue distance. C'est vraiment difficile pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de louer une voiture. Ils n'ont que leurs épaules pour porter l'eau. Cuisiner, se laver, faire la vaisselle et même boire sont devenus des défis quotidiens. D'autant qu'en plein mois de Ramadan, les températures atteignent les 40 degrés. Et pour les fermiers, la pénurie se fait d'autant plus sentir. Chaque jour, j'ai besoin de 10 mètres cubes d'eau pour ma ferme. Mais en ce moment, il arrive qu'il se passe 3 jours sans que l'on ne m'approvisionne en eau. Je n'ai pas assez d'eau. Les autorités palestiniennes accusent Israël de détourner une partie de l'eau revenant aux Palestiniens au profit des colons qui se sont établis en Cisjordanie. Mais Israël nie en bloc et accuse à son tour des Palestiniens de siphonner l'eau des tuyaux d'acheminement. Il y a la même quantité d'eau dans les colonies et les villes et villages palestiniens. Du côté israélien, l'eau est simplement mieux gérée et il n'y a pas ce phénomène de gens qui volent de l'eau des tuyaux. Au-delà de la maîtrise de la terre, le contrôle de l'eau est un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien. En attendant une solution, Abdel Fattah continue de marcher jusqu'à la source pour faire ses réserves. À Londres, la communauté LGBT+ a défilé dans les rues lors de l'annuel Gay Pride. Les festivités ont été quelque peu ternies par l'attentat d'Orlando qui s'est déroulé 2 semaines auparavant. Plusieurs manifestants ont ainsi exprimé leur crainte de se rendre à l'événement, mais aussi leur détermination à ne pas se laisser abattre par les attentats et de continuer à vivre. Cette Gay Pride s'est déroulée dans une très bonne ambiance et sans incident majeur à signaler. Après 9 ans de travaux titanesques, c'est un porte-conteneurs chinois qui a été le premier à traverser le canal de Panama élargi. Cet agrandissement vise à doubler, voire à tripler le trafic dans le canal, afin de doper les recettes ainsi que le commerce entre l'Asie et les États-Unis. L'ouverture du canal agrandi va permettre au Panama de concurrencer le canal de Suez, dont les travaux d'élargissement avaient été achevés en 2015. Tous les bateaux de plus de 4000 conteneurs étaient obligés de passer par le canal égyptien, celui du Panama étant trop étroit. À l'approche de l'ouverture de l'élargissement de ce dernier, les gestionnaires du canal de Suez ont annoncé des réductions de 35% aux bateaux se rendant sur la côte américaine. Ces travaux colossaux avaient été confiés à un consortium baptisé Grupo Unito pour el Canal, constitué notamment de la société belge Jan de Nul, ainsi que des sociétés espagnoles, italiennes et panaméennes. Bien que l'autorité du canal du Panama avait fixé le prix maximum à 5,2 milliards de dollars américains, le consortium réclame des frais supplémentaires. Ce litige devra être réglé en juillet. Malgré tout, l'ouverture du canal ne devrait pas entraîner de changements majeurs dans les routes de navigation mondiales, selon Michel Labru, correspondant pour une revue maritime. Il faudra un certain temps pour que les transporteurs adaptent leurs lignes et une certaine amélioration de l'économie globale. Aux États-Unis, la Cour suprême vient de réaffirmer avec force le droit à l'avortement. Cette question qui déchire le pays s'invite au cœur de la campagne présidentielle. Cette décision, validée par 3 juges sur 5, est une victoire pour tous les défenseurs de droit à l'interruption de grossesse. C'est tellement important. L'avortement dans ce pays est légal depuis très longtemps, mais les États continuent de vouloir retirer ces droits de plusieurs façons, en rendant impossible l'accès à l'avortement pour les femmes. Donc maintenant, le combat, c'est de s'assurer que tout le monde, quelle que soit sa race, son revenu, son lieu de vie, puisse avoir accès à un avortement sécurisé, et aujourd'hui, c'est une victoire en ce sens. Cet arrêt représente un revers cinglant pour les pro-life, puissants opposants à l'IVG aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une défaite pour les femmes. C'est ironique que des groupes ici aujourd'hui disent qu'ils protègent la santé des femmes et qu'ils se battent pour leur santé. Ils ne défendent pas la sécurité des femmes. Selon une étude, une courte majorité des Américains, 56%, estiment que l'interruption volontaire de grossesse devrait être permise.
41% des Américains pensent le contraire, avec des pics chez les électeurs républicains conservateurs à 68%. La candidate démocrate Hillary Clinton a salué cette victoire. Mais ça, ce n'est qu'un seul sujet. Le rôle de la Cour dans notre pays et dans nos vies est grand. Et le prochain président pourrait nommer 1, 2, peut-être 3 juges, et on ne peut pas permettre que ce président soit Donald Trump, n'est-ce pas ? Les douanes françaises et espagnoles ont mené une série d'opérations du 15 au 25 juin afin de lutter contre le trafic de drogue en mer Méditerranée. Au total, pas moins de 5,4 tonnes de résine de cannabis ont été saisies par les gardes-côtes. 2 tonnes étaient dissimulées sous une cache aménagée dans la cale d'un bateau et 2 autres ont également été retrouvées sur une plage en Andalousie. Ces 2 prises d'importance ont été suivies dans les derniers jours des opérations par la prise en chasse de 2 go-fast maritimes avec à leur bord un peu plus d'1 tonne de stupéfiants. 7 personnes interpellées, plus de 32 millions d'euros de marchandises saisies, signent le bilan de ces opérations antidrogue. L'aéroport international Atatürk d'Istanbul a été frappé par un triple attentat suicide, causant la mort de 41 personnes et en blessant 239 autres. 3 assaillants ont mitraillé passagers et policiers en faction. Après la fusillade, les kamikazes se sont fait exploser. Ce scénario rappelle celui des attentats de Paris et de Bruxelles, où un mode opératoire identique avait été appliqué par les terroristes. De nombreux témoins ont décrit un attentat très violent, suivi d'importantes scènes de panique. J'attendais mon vol pour Tokyo, et soudain, plein de gens se sont regroupés et se sont enfuis de la zone de sécurité vers la porte, et je les ai suivis. J'ai entendu des coups d'armes à feu, c'était la panique pour tout le monde. Un autre témoin a elle assisté à la fusillade et décrit le djihadiste. Je n'ai pas bien vu son visage, mais j'ai vu ses vêtements. Il avait une écharpe rose comme celle-là, une veste courte, et avait caché un fusil ici. Il l'a sorti et a tiré 2 fois, et a commencé à tirer sur les gens. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a estimé que l'attentat avait été organisé par l'État islamique. De nombreux chefs d'État ont condamné cette attaque, et Washington a promis le soutien des États-Unis à la Turquie. Les 2 lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Antoine Deltour et Raphaël Allais, ont été condamnés à 12 et 9 mois de prison avec sursis. Ils ont également écopé d'une amende. Ils étaient poursuivis par leurs anciens employeurs, le cabinet d'audit PwC, pour avoir fait fuiter plus de 30 000 pages éclairant les pratiques fiscales des grandes multinationales établies au Grand-Duché de Luxembourg. Le journaliste Édouard Perrin, qui avait révélé ces pratiques dans l'émission Cage Investigation, était également poursuivi, mais a été acquitté. De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Luxembourg en soutien aux 2 accusés. Le cabinet PwC, qui s'était constitué partie civile, a obtenu 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Les avocats des 2 employés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient appel du jugement. Ils l'avaient déjà fait à l'issue du procès qui s'était déroulé en avril et mai de cette année, et à l'issue duquel ils avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Ces condamnations posent notamment question sur le statut de lanceur d'alerte, ainsi que sur la liberté de la presse, le journaliste accusé n'ayant fait que son travail. Antoine Deltour et Raphaël Allais ont 40 jours pour faire appel. L'ex-ministre de la Défense Cadet Bertin, Ouachar Kenjebo, figure de Galaxie Patriotique, Kakoubrou dit le maréchal Kabé, un des patrons du célèbre syndicat des étudiants FESKI, et Franck Yaon, membre de la garde rapprochée de M. Gbagbo, sont arrivés à Abidjan, en provenance du Ghana, qui accueille quelques 11 000 Ivoiriens ayant fui le pays à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. 4 personnes, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est un symbole très fort parce que nous avons là le retour de personnes qui ont été assez impliquées ou assez engagées dans la crise post-électorale. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale, 5 ans après la fin de la crise provoquée par le refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival. Je pense que
pour régler les problèmes, il faut s'impliquer dans le jeu politique. Il faut travailler et il faut s'adresser à ceux qui exercent le pouvoir d'État. Selon des sources proches des milieux pro-Gbagbo, certains partisans de l'ancien chef de l'État tenteraient de dissuader les exilés de revenir en Côte d'Ivoire pour peser sur des négociations futures. De son côté, Mme Koné a insisté sur le fait que personne ne serait arrêté au retour et a laissé entendre qu'une loi d'amnistie était en préparation. Il n'y a vraiment pas à avoir peur. Je crois qu'on ne peut pas avoir meilleure garantie que nous-mêmes. Moi, je suis en charge de la réconciliation, de la cohésion sociale. Et on ne va pas appeler les frères et sœurs pour venir les livrer à... Non, ça n'aura pas de sens. La réconciliation, c'est ça, transcender toutes les souffrances, toutes les difficultés et vivre ensemble. Il reste encore notamment 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée et 11 000 exilés pro-Gbagbo au Ghana voisin. Retour aux urnes pour les Autrichiens. Les élections qui ont vu pour gagnant l'écologiste Alexander Van der Bellen face à Norbert Hofer, chef de file du FPE, le parti d'extrême droite, ont été annulées par la Cour constitutionnelle autrichienne pour cause d'irrégularité lors du dépouillement. C'est le vote par correspondance qui a été remis en question, notamment à cause des votes remis après l'heure légale ou encore des personnes non habilitées. Alexander Van der Bellen se dit confiant face à une nouvelle élection dont la date n'a pas encore été décidée. Des étudiants en psychomotricité de toutes les autres écoles de Belgique francophone sont descendus dans la rue afin de faire reconnaître le statut de leurs études et de leur future profession. Les études de psychomotricité sont organisées depuis la rentrée 2013. À l'époque, le ministre Marcourt avait promis une reconnaissance du diplôme afin de permettre aux étudiants un accès à la profession. La ministre fédérale de la Santé, Maggie de Blok, a refusé d'appliquer cette promesse, considérant que la psychomotricité était une spécialité pour certaines études et non une profession à part entière. Les étudiants se sentent lésés par la non-reconnaissance de leur diplôme, alors qu'une partie d'entre eux arrive au bout de leur circus. Leur diplôme ne pourrait donc avoir aucune valeur. Les nouveaux psychomotriciens seront dans l'impossibilité d'exercer leur profession, car il serait illégal pour eux d'appliquer des soins sur les patients. Métier de psychomotricité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un avis de la part de Madame de Blok qui ne reconnaît pas le métier. Et alors que dans un certain nombre de pays, c'est reconnu depuis très longtemps. Le cortège composé de plusieurs centaines d'étudiants, mais aussi de professionnels du milieu qui sont venus soutenir les futurs psychomotriciens, s'est rendu devant le cabinet de la ministre fédérale de la Santé, Maggie de Blok, et c'est 10 août, dans l'après-midi. Aucun incident n'est venu entacher la manifestation. Une semaine après le vote pour la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, la population prend peu à peu mesure des changements entraînés par le divorce avec l'Union européenne. Si certains défendent la sortie en arguant que l'effondrement des bourses attendu ne s'est pas produit, d'autres insistent sur la chute impressionnante du livre sterling, à son niveau le plus bas depuis 1985. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a lui annoncé que son institution allait affaiblir sa politique monétaire afin de contrer les perspectives économiques qui se sont détériorées. Cette annonce a été bien accueillie par les marchés ainsi que par la plupart des grands indices européens. Le Nasdaq et le Dow Jones ont recommencé à clôturer en hausse. Le président américain Barack Obama a affirmé sa confiance dans le système économique mondial pour faire face aux conséquences économiques du Brexit. Contre toute attente, Boris Johnson, chef de file du mouvement Leave et pressenti comme le successeur de David Cameron après sa démission, a annoncé qu'il ne briguerait pas le mandat de Premier ministre. Cette décision a été fortement critiquée, les détracteurs de l'ancien maire de Londres l'accusant de ne pas assumer le résultat du référendum du 23 juin. Nigel Farage, président du UKIP, avait lui aussi été attaqué dès le lendemain de l'annonce du résultat du vote, car il avait avoué que certaines de ses promesses économiques pour l'avenir de l'Angleterre hors de l'Europe, comme celle de récupérer les 350 millions d'euros envoyés chaque semaine à l'Union européenne, étaient irréalisables. Parmi la population, une nouvelle tendance s'est également dégagée, celle des personnes qui ont voté pour le Brexit mais qui regrettent désormais leur décision au vu des conséquences à venir. Si certains affirment qu'ils ne pensaient pas que leur vote aurait une influence sur le référendum, d'autres déclarent qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui se passerait en cas d'une sortie de l'Union européenne. Google a d'ailleurs révélé que le jour du vote, un nombre très important de personnes posaient la question des conséquences d'un livre alors même qu'ils avaient déjà voté.